Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nous venons de Mwanda, comme cela a été annoncé. Et aujourd'hui, nous allons vous restituer la conférence Mwanda après pétrole. Cette conférence scientifique tenue le 1er juillet, tenue le 1er juillet à Mwanda, dans la salle Nacha. Aujourd'hui, nous allons revenir là-dessus. Nous allons parler de tout. Les contours, les différentes interventions, l'ambiance qui a régné et les recommandations qui ont été faites. Nous allons en parler, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous, mais également bienvenue à ceux qui nous suivent à partir de Mwanda, à partir du Congo-Brazzaville, de l'Angola et du Canada, pourquoi pas. Bienvenue à vous. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau nos amis membres de notre équipe rédactionnelle. Ils sont ingénieurs, ils sont économistes. Ils nous accompagnent, ils réfléchissent avec nous. Ils sont là. Moïse Zulunga a été également à Mwanda. Bienvenue. Merci beaucoup, Pepito Sakasaka. C'est toujours un plaisir de participer dans cette émission. En forme. Très en forme. Mwanda après pétrole. Certainement. Certainement. Nous allons en parler. Junior Mbaya, bienvenue. Merci beaucoup, ingénieur Pepito Sakasaka. En bleu blanc, c'est quoi la stratégie? C'est un noir blanc. En noir blanc. Noir Oh blanc, là oui. là, mes lunettes là me trompent. En noir blanc, un peu du corbeau, ça fait du bien. Alors nous allons parler de cette réalité Mwanda après pétrole, cette conférence. Nous allons suivre quelques éléments. Nous allons revenir sur tout le contour avec nos amis qui ont pris également part. Alors laissez-moi vous rappeler la grande actualité. Le ministre des hydrocarbures, Maître Didier Boudimbu, a réceptionné un don de la société Perenco Rep qui vient appuyer la commission Hydro Task Force qui arrive quand même à assurer la sécurité ou le contrôle au niveau de l'approvisionnement des produits pétroliers. Et nous allons revenir pour parler de cette information. Nous revenons rapidement pour parler de Mwanda après pétrole. Moïse Zulunga, certainement, c'était la première fois d'arriver à Mwanda. Quelles sont tes impressions une fois arrivé? Certainement, j'ai beaucoup aimé la ville de Mwanda. C'est une ville côtière, l'océan. C'est vraiment une ville qui m'a enthousiasmé. Et la population aussi était hospitalière avec nous. Ils nous ont bien accueillis. On a fait ce qu'on devait faire et je suis très content de cela. La même question à Junior, tes impressions? Mwanda, où il y a la torchère, où on exploite le pétrole. Pour moi, ça m'a beaucoup plus marqué. Faire une visite à Mwanda et réaliser également cette conférence. L'accueil a été chaleureuse et j'ai vraiment aimé cette ambiance qu'on a eu à voir dans cette ville de Mwanda. Alors, c'était comme ça, c'était vraiment de l'ambiance, c'était vraiment de l'ambiance. Nous allons démarrer, avant de commencer d'analyser tout le contour, nous allons parler de la raison du report, parce que c'était prévu le 30 juin, et puis l'activité s'est retrouvée, devrait se réaliser le 1er juillet. Mais souvent d'abord l'intervention du premier intervenant, ingénieur Fleury, et nous allons nous retrouver pour démarrer avec des échanges. Alors, nous ne pouvons pas parler du pétrole sans pourtant connaître son historique. C'est pourquoi, et que de manière synthétique, nous allons présenter comment le pétrole a commencé à Mwanda. Nous voulons un peu parler de l'historique du pétrole à RDC. Aujourd'hui, tout le monde devient pétrolier par du pétrole. Et en réalité, ils ne savent pas où est-ce que nous sommes nés. Alors, nous avons étudié un nombre. Étudier les Congo centrales et ses ressources du sous-sol, la CEPOL du gouvernement. Ce livre sera bientôt verni. Je pense que c'est mon 5e livre. Tous les livres que nous écrivons, beaucoup plus, c'est à l'international. Pourquoi? C'est que nous avons compris qu'au Congo, nous n'aimons pas lire. Même nos étudiants, je suis également compté parmi les experts qui enseignent à l'UNIKIN avec le troisième cycle d'EIA. Et nous avons constaté que les étudiants partout n'aiment pas lire. Si on peut demander combien ils peuvent nous donner un petit résumé de ce qui s'est passé le 24, là où il fallait pour alors, c'est les grands que nous avons. Si nos étudiants aimaient lire,
revenir, je pense que beaucoup de confusions itéraient dans la réflexion de beaucoup de nos étudiants. Nous allons parler de l'historique du bassin côtier. La RDC en fait comprend 3 grands bassins. Nous avons la cuvette centrale, nous avons les littorales ici, ce que nous appelons le bassin du littoral, et nous avons le grand rift est de Tanganyika. C'est parmi tous ces grands bassins où l'État congolais a eu à faire des appels d'offres dans les 27 offres. Et nous savons que Mwanda gagne encore une nouvelle solution, ou soit un nouveau solutionnement de bloc. Il y a le bloc Gransi, le bloc Matamba 1 2, voilà. Okay. Et maintenant, avec les anciennes entreprises qui opèrent à Mwanda, que devient Mwanda? Ou qui est Mwanda? Et que sera Mwanda? Alors, la superficie du bassin sédimentaire de Mwanda, c'est 6000 km². Donc, là, on peut trouver du pétrole dans les littorales du Congo central. Sa superficie, c'est 6000 km². Et ces 6000 km² se sont répartis en 3 tranches. Nous avons 904 km² qui est en terre, c'est que communément nous appelons onshore, et nous avons 1020 km² en mer, c'est que nous appelons offshore. Alors, l'étendue de cette superficie est tellement répartie à l'océan par nos métropoles, c'est-à-dire le Belge et le Portugais, qui se disputaient sur le partage de frontières. C'est ça qui fait que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à avoir des vraies limites possibles pour la gestion de notre mer territoriale. Alors, sur les 4980 km² de la concession terrestre, la superficie était revenue à 2490 km² en octobre 1974 et finalement à 426 km² en octobre 1984, 10 ans après. C'est dans la superficie, dans l'étendue de 426 km² que Perenco exploite. Là, c'est en mer. Alors, la concession maritime est exploitée par Perenco Mioc. Là, il forme un consortium, ce qu'on appelle le Géoventure, c'est-à-dire l'association de beaucoup d'opérateurs, et l'exploitation terrestre et l'exploitation du Perenco REP. Même Perenco en terre travaille aussi avec l'IREX. Et nous allons voir ça rapidement. Alors, le reste de superficie sur le 6000 km², c'est ça que nous appelons des rendus. C'est là où les multinationaux sont en train de travailler. Pourquoi? C'est parce que, comme nous allons voir l'évolution, quand les multinationaux ont commencé à faire des études, c'est déjà depuis 1918 que ce problème d'études a commencé à l'RDC avec les Belges. Ils ont suffisamment exploité, ils ont suffisamment étudié la géologie de la RDC. C'est ainsi que dans leurs intentions, ils pensaient que la RDC serait à jamais une propriété privée de Belges. C'est pourquoi ils connaissent suffisamment la RDC plus que nous-mêmes. Alors, ce qui fait que l'histoire du pétrole en RDC est passée par 5 grandes périodes. La première période, c'est la période avant l'indépendance. La seconde période, c'est la période de 1960 à 1969. La troisième période, c'est la période de 1980 à 1991. Et la cinquième période, c'est la période qui va de 1991 jusqu'en ce jour. Alors, la première appellation, ce n'était pas Zairep. La première appellation des entreprises qui ont opéré en Mwanda, ce n'était pas également Finarep ou Perenco aujourd'hui. La première appellation, c'était le syndicat pour la recherche des hydrocarbures au Bas-Congo. À cette époque-là, c'était en 1957. Alors,
Bien que l'histoire du pétrole en RDC va transiter par 5 différentes périodes, mais déjà en 1963, c'est-à-dire en mars 1963, il y a eu une grande infrastructure qui sera érigée, ce que nous appelons SOCIR, qui était la société congolo-italienne de raffinage. Pourquoi la SOCIR s'est intervenue? C'est parce que... Voilà, c'était la première intervention de l'ingénieur Flori Mboudi. C'était dans la salle Nacha à Mwanda, la conférence Mwanda après et pétrole. Voilà, nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé. Il y a eu 3 intervenants. L'ingénieur Flori Mboudi qui a parlé de l'historique du pétrole de la RDC avec beaucoup plus d'accent en ce qui concerne le bassin côtier. Il y a eu l'ingénieur Roni qui a parlé, Bandunga, qui a parlé de la problématique de l'électrification de Mwanda, et un autre intervenant qui est prévenu sur la conservation et protection de la nature. Pourquoi il y a eu report, Moïse Lunga? Bon, ça, je vais juste te dire déjà que cette information nous a causé du mal. C'était vers 20h qu'on a eu cette confirmation de l'administrateur du territoire qui nous a confirmé qu'on ne peut pas tenir notre journée scientifique le 30 juin. Au regard des instructions de la haute hiérarchie, le président de la République a déclaré que la journée du 30 juin soit une journée dédiée au culte et toute activité était vouée à l'échec. L'administrateur du territoire nous a informé à cela, donc on était obligé, c'était vers 20h comme je l'ai dit, on était obligé à reporter pour le samedi 1er. Et c'est là aussi nous avons vraiment beaucoup causé de problèmes au niveau déjà de la mobilisation des personnes parce que les gens étaient déjà prêts à venir participer ce 30 juin. Mais ces reports nous ont surtout que c'était une journée fériée. Oui, surtout que c'était une journée fériée. On aurait dû avoir plusieurs personnes parce que la population était vraiment prête à venir entendre ce que les scientifiques devaient parler sur ce sujet qui est très pertinent Mwanda après pétrole. Mais malheureusement, ces reports nous ont causé du tort. Mais le plus important est qu'on l'a reporté à la date du 1er juillet et cela a été bien fait. Alors, Junior Ambaya, mais à Mwanda, les 30 juin, il y avait d'autres activités. Il y a eu concert, il y a eu beaucoup d'activités au niveau de la plage. Et pourquoi l'administrateur du territoire devrait-il nécessairement interdire le reste d'activités telles que conférences, ateliers et autres? Oui. Comme l'a dit ingénieur Maurice Ilunga, l'administrateur du territoire a reçu l'instruction venant de la hiérarchie. D'abord, la journée de 30 juillet était consacrée pour la prière. Les activités étaient suspendues par le chef de l'État lui-même et ils ont juste reçu donc les instructions afin d'interdire les différentes activités. Et nous, on devrait que se soumettre. Oui, on devrait obéir pour que les choses se passent très bien. Nous saluons nos amis de Mwanda, ingénieur Olivier Kolomoni, le coordonnateur de cette conférence Mwanda après pétrole, première édition. Merci à toi. Merci à Huguette Mbumba, la seule dame qui défend le Mwanda avec son intelligence, son âme, son corps, son énergie. Salutations également et à tous les amis de l'université cependant de Mwanda. Le premier thème, c'était pratiquement, on a parlé de l'historique. Que peut-on retenir de l'histoire du pétrole en RDC ou de l'histoire du pétrole de la ville pétrolifère de Mwanda? Junior Mbaya. Okay. Merci beaucoup pour cette question. Ce que nous pouvons retenir est que la ville de Mwanda peut émerger grâce à la production pétrolière. Bien que l'histoire est rouge, l'histoire est sombre. Cette activité a commencé il y a plus de 30 ans, mais Mwanda ressemble à un village planétaire. Oui, c'est ça. Donc, il est aussi question de l'implication de l'État ainsi que les entreprises pétrolières. Normalement, il est question de clauses. Il y a les contrats qui régissent les entreprises pétrolières qui œuvrent là-bas à Mwanda et également le gouvernement. Normalement, on devait choisir un bon contrat pour essayer un peu de mettre même le peuple à l'aise. Les bons contrats, c'est-à-dire? Par exemple, les contrats de partage. Donc, il y a les contrats de partage de production, il y a également les contrats de concession et
il y a d'ailleurs le contrat de concession présentement, là, on ne l'utilise pas. Presque partout dans le monde, on ne va pas trouver le contrat de concession à part ici en RDC. Pourtant, on doit, comment dirais-je, on doit en fait signer, si possible, revoir les clauses pour signer le contrat de partage de production. Si possible, revoir certaines clauses pour qu'enfin nous quittions des conventions à de contrats de partage de production ou de contrats de services comme l'exige l'actuelle loi. Nous espérons. Moïse Ilunga, plus de 30 ans, l'exploitation pétrolière se passe en RDC. Qu'est-ce que cela apporte? Nous avons écouté les scientifiques débattre, échanger. Ça apporte quoi? Premièrement, l'exploitation du pétrole en RDC, si vous voulez savoir ce qu'il apporte, il faut aller voir l'apport de cette exploitation au niveau du budget national. C'est à l'auteur de 10%. Et cette exploitation aussi n'est que de 4%. Imaginez si, admettons que nous arrivons à une exploitation pétrolière dans notre pays qui atteindra un niveau estimatif à 70% ou 90%. C'est-à-dire ça va augmenter encore sa cote-part au niveau de notre budget national qui pourrait atteindre voire 50 ou 40% dans le budget national. Ça apporte de la valeur, ça apporte un revenu à l'État qui permet à ce que l'État puisse payer les différentes charges que l'État doit supporter. C'est qu'aussi cela a apporté, si je voudrais mieux revenir sur l'intervention de l'ingénieur Florine Boudi. Il a été très pertinent dans son intervention. Il a bien brossé l'historique de l'exploitation pétrolière en RDC, que ça a commencé, le premier forage a été effectué en 1963 et juste quelques années après l'indépendance. Oui, juste quelques années après l'indépendance. Il a aussi donné les différentes périodes qui contient cette histoire, c'est l'historique de l'exploitation pétrolière en RDC. Ainsi, il a aussi martelé sur la loi des hydrocarbures qui a été promulguée en 2015. Et aujourd'hui, cette loi, je peux dire, pose problème pour l'applicabilité de toutes ces dispositions. Déjà au niveau de l'article 19, où on parle d'un fonds futur pour les générations, de créer un établissement pour gérer les fonds futurs, mais cette loi n'est pas appliquée tout simplement. C'est pour ça qu'elle n'est pas appliquée jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas l'appliquer simplement parce que les sociétés qui exploitent le pétrole au niveau de la ville côtière de Mwanda sont régies sous le contrat de concession signé en 1967. Vous imaginez l'écart, donc depuis 1967, cette loi existe qui permet à ce que ces sociétés aient la production, ils ont le droit minier de leur exploitation pétrolière, c'est-à-dire le brut que la RDC produit, aujourd'hui qui est constant de 25 000 barils, qui ne change pas depuis des années. Le brut là ne revient pas à la République. Ce brut revient à la société opérateur. Ça revient aussi à la République parce que l'État congolais est signateur de différentes conventions. Bien sûr que l'État congolais paie de différentes taxes, mais aujourd'hui, si vous sillonnez l'histoire pétrolière du monde, vous comprenez qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est une ressource très capitale pour le pays. Et on ne peut pas laisser ces ressources que cela puisse appartenir aux opérateurs. Je donne un exemple, Pépite. Aujourd'hui, si la RDC produit 25 000 barils, ces 25 000 barils appartiennent à la société qui exploite le pétrole à Mwanda. Lorsqu'ils vendent ces barils, aujourd'hui, le prix du baril est si on entre le 87 $ par baril. Imaginez 25 000 barils multipliés par 87, vous aurez le chiffre. Toute cette production appartient à l'opérateur. L'opérateur, lui, doit payer juste différentes taxes. Or, présentement, si on appliquait la loi des hydrocarbures et que la loi de 2015, on passe dans un contrat de partage de production, cela va bénéficier au niveau de la rente pétrolière. C'est-à-dire, dans ce 25 000, la société opérateur doit enlever d'abord le cost oil et pour le reste de la production sera partagé entre l'État congolais et la société. Et c'est à travers cette production-là qui sera partagée qu'on pourra créer un établissement pour le fonds futur pour que la ville de Mwanda puisse se développer après les pétroles. Le grand blocage, c'est au niveau de la législation. Bien sûr. Merci beaucoup, Moïse Ilunga. L'État doit créer ou doit trouver des moyens qu'on puisse quitter ces contrats de concession pour que les sociétés exploitantes puissent passer dans le pour qu'enfin de telles initiatives soient ainsi réalisées. Alors, Junior Ambaya, tu as été là à Mwanda, tu étais dans la salle d'achat.
Qu'est-ce que les experts mwandais disaient? Ils étaient là, chimistes, journalistes étaient là, les géologues étaient dans la salle, les étudiants, voire même. Ils disaient quoi en écoutant les exposés des intervenants? Ok. Il y avait des ingénieurs, également des étudiants, tout comme les jeunes de Mwanda. Ils étaient là, ils ont exprimé leurs préoccupations, ils ont exprimé leur mécontentement par rapport à d'autres choses et aussi ils ont souhaité que certaines choses se réalisent, notamment au niveau des entreprises pétrolières. Par exemple, les ingénieurs ont souhaité qu'il y ait au moins le contrôle. Que le contrôle soit renforcé. Oui, que le contrôle soit renforcé. Oui, que le contrôle soit renforcé, l'inspection soit renforcée. Et puis les inspecteurs qui seront dirigés vers les entreprises pétrolières, qu'ils soient rémunérés de la même façon que ceux qui sont engagés dans des entreprises pétrolières. C'est quoi la nuance? Bon, ça sera quoi le résultat au finish? Le résultat, c'est que la RDC puisse aussi ne fût qu'avoir le monopole des données techniques, puisque quand vous laissez tout à l'entreprise pétrolière, donc vous n'avez pas le monopole des données techniques. Si on a des inspecteurs, là, on aura des vraies données. Imaginez depuis plus de 30 ans que les entreprises que Perenco exploite à Mwanda, la production est constante de 25 000 barils du pétrole. 25, 24. Pourtant, il y a une augmentation de certains puits. Pourtant, quand on ajoute les puits, il y a également augmentation de production de pétrole. Donc, pour augmenter la production de brut du pétrole, on doit augmenter les puits. Ouais. Maintenant, quand il y a augmentation des puits, donc ça veut dire que le nombre de barils par jour devrait aussi accroître. Là, tu supposes? Non, donc j'ai travaillé ça dans ma mémoire. Évidemment. Ouais. Techniquement, c'est ça la logique. Techniquement, c'est ça la logique. Puisqu'il n'y a pas de contrôle, donc on doit juste s'incliner au rapport qu'on doit nous présenter. Alors, il y avait le deuxième sujet, aussi intéressant, aussi pertinent, la problématique de l'électrification de Mwanda. Nous allons suivre l'extrait, l'intervention de l'ingénieur Roli. Il est polytechnicien. C'était une intervention intéressante et on se retrouve pour commenter. Actuellement, la cité de Mwanda est en train de périr sur le plan énergétique. Nous souffrons beaucoup et du pouvoir, c'est ce qui crée même le manque de développement de notre cité de Mwanda. Comment on peut produire de l'énergie électrique, comme le terme qu'on utilise? Normalement, scientifiquement, on ne parle pas de la production d'énergie électrique, mais on parle de la transformation. C'est selon un certain monsieur, Antoine Delavoisier, qui a dit qu'au cours d'une transformation, rien ne se fait, rien ne se crée, tout c'est. Donc on ne peut pas produire, on peut les transformer. Alors, ici en Mwanda, nous avons déjà Perenco qui produit déjà l'énergie électrique à partir du gaz. Mais vous allez constater que nous manquons de l'énergie électrique à Mwanda. Ce n'est pas dit que nous pouvons, nous ne sommes pas en mesure de nous en procurer cela, mais c'est un problème plus, moi je vais dire politique jusqu'ici. Ok, la Perenco, en exploitant notre pétrole, comme le premier intervenant, l'ingénieur Floribou l'a dit, en exploitant notre pétrole, il peut facilement nous remettre quelques mégawatts afin que nous puissions utiliser. Mais qu'est-ce qui se pose comme problème? Nous avons d'abord le plus grand problème, c'est au niveau du réseau. C'est-à-dire, dans la production d'énergie électrique, il y a les réseaux de production, ça veut dire qu'on appelle par la centrale, il y a les réseaux de transport, c'est-à-dire faire quitter l'énergie électrique, quitter la production vers la cité ou la ville. Et après, nous avons les réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, ça veut dire qu'il y a maintenant la puissance qui arrive, il faudrait maintenant faire la distribution de cette énergie électrique. Et ici, en Mwanda, c'est au niveau des réseaux de distribution qui pose le problème. Alors, il a été présenté ces jours-là
le 1er juillet, devant tout le monde, ces vocabulaires pétroliers, mon lexique. Nous avons produit ces vocabulaires pour accompagner les acteurs majeurs et mineurs du secteur des hydrocarbures. Il est déjà disponible ici à Kinshasa, mais également sur Amazon. Vous voulez avoir ces livres, il suffit juste de consulter Amazon ou de nous appeler. Vous allez avoir ces vocabulaires qui contiennent certains mots qu'on utilise. Alors, le deuxième intervenant a parlé de la problématique de l'électrification de Mwanda. Est-ce un jour Mwanda sera éclairé, ingénieur Junior Ombaya? Oui, bien sûr, je suis sûr. Ça sera d'ailleurs suffisamment éclairé puisqu'il y a beaucoup de potentialités en ressources énergétiques à Mwanda. Je donne l'exemple de l'océan. Donc, il y a une forte concentration de vent au niveau de l'océan. Si on fait le dimensionnement des centrales éoliennes, donc on peut facilement produire l'électricité à partir de l'énergie éolienne. Donc, on peut aussi faire les dimensionnements et puis on installe une centrale photovoltaïque. Vous soutenez l'approche de la diversité énergétique? Oui, je soutiens, bien sûr. Je soutiens. Alors, Moïse Lunga, nous sommes face à des projets gigantesques tels que le port en eau profonde, tels que l'usine de batterie à hydrogène. Est-ce que sans électricité, on peut arriver à de tels projets? Certainement non. Sans électricité, on ne peut pas arriver à ce tel projet. L'électricité permet à ce que c'est une énergie, je peux dire motrice, qui permet à ce qu'il y ait d'autres activités plus booster le développement économique, booster le développement énergétique. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a choqué, pour ma première à Mwanda, j'ai trouvé qu'une grande partie de la ville n'était pas servie de l'énergie électrique, donc il n'y avait pas d'électricité. L'ingénieur Roli a souhaité, il a souhaité parce que la population insistait qu'on puisse l'hydroélectricité, oui, la population insistait vraiment à ce qu'on puisse installer le réseautage pour installer le courant des Inga, mais lui, il a proposé une approche très pertinente, très intéressante. Il a voulu assez qu'on puisse diversifier le réseautage de la ville. On peut compter sur le gaz, on peut compter sur le solaire, photovoltaïque, la biomasse également. D'ailleurs, ce jour-là, la population était scandalisée en disant que le problème n'est pas au niveau de la production de l'énergie électrique, parce que le problème est au niveau du réseautage. La population a été vraiment scandalisée lorsque l'ingénieur a dit qu'il y a déjà l'offre pour la production de l'électricité. Mais malheureusement, la demande n'est pas adaptée à cette offre, fait défaut. On ne lui avait pas bien compris et il a réussi à se faire mieux comprendre en disant que si on réussit à diversifier l'électricité, à Mwanda, par exemple, je vais prendre l'exemple, il y a l'océan. Si on arrivait à créer une centrale en énergie éolienne, on pourra bien desservir une partie de la population. On arrive aussi à créer ou à mettre en place une centrale en énergie solaire à photovoltaïque. On pourra aussi mieux éclairer que d'attendre seulement Inga. Parce qu'avec le courant des Inga, avec les problématiques de délestage, tout ça n'est pas bon. Donc, il faut diversifier le réseautage de l'énergie électrique dans cette ville côtière. Merci beaucoup, Moïse Lunga. Si vous voulez imprimer à Kinshasa, il y a une seule imprimerie, Kalouzma. Mais si vous voulez également de très belles affiches, si vous voulez également de très belles conceptions, il faudrait contacter Dream One, Joe Nzita, le seul ingénieur qui peut bien faire le travail, c'est notre partenaire. Alors, un dernier mot, une salutation aux Mwandais et Mwandaises qui nous ont très bien reçus, accueillis, et je pense qu'on pourra se séparer avec de telles salutations. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais remercier particulièrement l'ingénieur Olivier. Il nous a bien accueillis, il a été très hospitalier avec nous. Je compte aussi remercier les différentes étudiantes qui nous ont accompagnés, étudiantes bien sûr, qui nous ont accompagnés à la réussite de cet événement. Fatou Kabwe, Grady Malonga ainsi que Belinda, ils ont été à la hauteur dans les services qu'on leur a demandé. Junior Ombaya, une salutation. Tu n'as pas pris un mot à Kikongo? Non. Oh là là. Une salutation à un Mwandais. Au Mwandais. Je salue le CT ingénieur Olivier qui nous avait très bien accueillis. Et d'ailleurs, c'est le coordonnateur, de cette conférence Mwanda après pétrole. Vraiment, il nous a accueillis à bras ouverts. Vraiment, le coup de chapeau pour lui. Que Dieu lui bénisse aussi pour ceux qui sont chrétiens. Et également, je remercie l'équipe de protocole qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés durant cette conférence. Et vraiment, ça nous a touchés. Et pour les prochaines éditions, je pense que nous allons travailler ensemble. Merci.
Merci beaucoup à la grande équipe Focus Hydrocarbures. Merci à cette chaîne, le reflet de tout un peuple. Nous sommes descendus à Mwanda pour vous donner cette réalité, à quoi ressemble Mwanda, mais également nous rappelons notre grande vision de soutenir toutes les actions allant dans le sens de valoriser nos ressources pétrolières parce que nous défendons ces secteurs et nous souhaitons que les choses bougent et marchent. Merci à ceux qui nous suivent de partout. Maman au Niger qui nous suit, à tous ceux qui nous suivent en Angola, Congo-Brazzaville, ingénieur Pouba, ingénieur Ngwaka et tous les autres qui nous accompagnent. Merci également à vous. On se retrouve prochainement avec un autre sujet, avec la force, mais surtout de l'énergie. Au revoir.